Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. Les souvenirs scolaires sont alimentés par toute une mythologie d'objets ayant animé son cadre, tels que les copies Clairefontaine, le papier Canson, la colle Cléopâtre, les cartes Vidal de la Blache et les planches d'histoire naturelle de la maison d'Hérold. Mais cette institution scientifique et pédagogique qui doit sa renaissance au prince Louis-Albert de Broglie et qui a pignon sur rue grâce à son merveilleux magasin situé 46 de la rue du Bac à Paris, sait parfaitement allier tradition et modernité. C'est ce dont témoigne notre ouvrage du jour, d'Hérold à la croisée des savoirs, publié aux éditions de La Martinière. Forte d'un extraordinaire patrimoine documentaire avec sa fameuse collection de planches scientifiques, la maison d'Hérold a entrepris de les faire dialoguer avec les plus grands scientifiques internationaux de notre époque. À l'origine de cette idée, à la manœuvre de cette passionnante réalisation éditoriale, Sylvie Alboutabar, écrivain polygraphe et essonnienne que notre émission retrouve avec plaisir. Nous allons donc immédiatement à sa rencontre en compagnie d'Adèle Fellouza-Lombardo, directrice artistique de la maison d'Hérold. Sylvie Alboutabar et Adèle Fellouza-Lombardo, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Essonne en hauteur et d'avoir permis d'installer notre plateau dans le merveilleux magasin d'Hérold à Paris. Adèle Fellouza-Lombardo, vous êtes la directrice artistique d'Hérold et c'est à vous que je vais poser ma première question. Est-ce que vous pouvez d'une part nous présenter ce qu'est le magasin d'Hérold, parce qu'il va étonner par son décor tous nos spectateurs, nous en faire un rapide historique et nous montrer sa vocation en fait d'institution à la fois scientifique et pédagogique? Alors, vous avez raison, d'Hérold est avant tout une institution scientifique et pédagogique qui existe depuis 1831. En fait, d'Hérold était fournisseur de l'instruction publique. d'Hérold fabriquait et fournissait du matériel pédagogique aux écoles, aux collèges, aux lycées, aux universités. Matériel pédagogique, c'est-à-dire ça allait des instruments de biologie, de physique, aux planches pédagogiques que l'on connaît, aux animaux naturalisés, qui en fait, voilà, la vocation taxidermiste d'Hérold avait avant tout une visée éducative. Ça servait à montrer aux étudiants à quoi ressemblaient les animaux. Oui. Vous ne voyez pas forcément. J'allais enchaîner voilà. là-dessus parce que notre époque, et à juste titre, est devenue très soucieuse du traitement des animaux. Et donc, les personnes qui vont voir ce décor et qui ne connaissent pas d'Hérold pourraient s'interroger sur ces animaux. Non, on ne taxidermise pas des animaux vivants chez d'Hérold. Et surtout, ça a d'abord un but scientifique. Pamela Anderson était encore récemment à Paris. Il faut faire très attention à ce qu'on dit sur les animaux. Alors, voilà, précisez-nous tout ça. Donc, un petit peu d'historique sur d'Hérold. Voilà. Il faut savoir que les animaux, aujourd'hui, ne sont pas tués pour être naturalisés chez d'Hérold. En fait, d'Hérold a des partenariats avec des zoos ou des parcs naturels. Et quand un animal meurt naturellement, de mort naturelle ou qu'il a été euthanasié parce qu'il est malade, ce qui est aussi possible, d'Hérold peut récupérer les dépouilles et les faire naturaliser. D'accord, ce n'est pas des animaux au début à vocation décorative pour l'intérieur de Tartarin de Tarascon. Voilà. Historiquement, d'Hérold faisait vraiment la taxidermie à but pédagogique. Après, aujourd'hui, c'est vrai que le 46 rue du Bac est une boutique, donc on vend ces pièces. Mais voilà, il faut bien se rassurer sur le fait qu'on ne tue pas d'animaux, on ne maltraite pas d'animaux pour qu'ils arrivent ici. Il fallait le dire. Voilà. Bien. Alors donc, tout à l'heure, on parlait d'institution. Quand on parle d'institution, c'est un aspect patrimonial, quelque chose de lié à l'histoire. Et sans mauvais jeu de mots, ça peut avoir un aspect un petit peu conservateur. Mais je crois qu'à l'inverse, d'Hérold a été repris, et vous allez nous donner ces précisions, par Louis-Albert de Broglie, qui jouit d'ailleurs d'une périphrase qui dit sa célébrité et son rôle, qui est celle de prince jardinier. Est-ce que vous pouvez nous dire l'action de Louis-Albert de Broglie dans la renaissance de cette institution? Alors, Louis-Albert de Broglie rachète d'Hérold en 2001. Il faut savoir qu'avant ça, il était déjà passionné de biodiversité. Il a créé notamment le Conservatoire national de la tomate en Touraine, dans le château de la Bourdésière, qui est une de ses propriétés. Et il a vu dans d'Hérold un prolongement de cette ode à la biodiversité. Et voilà, en fait, autrefois d'Hérold, ce qu'on dit souvent, c'est qu'autrefois d'Hérold expliquait la nature au plus grand nombre. Aujourd'hui, la vocation d'Hérold, ça doit être de montrer la beauté de la nature et de donner envie de la préserver. Mais écoutez, vous me permettez un enchaînement extraordinaire avec ma question suivante concernant la beauté, parce que même si nous sommes dans une institution scientifique, voilà, Louis-Albert de Broglie, dans la préface de l'ouvrage dont nous allons parler, dit la chose suivante. On sait que ce qui est vu n'est qu'une fraction de ce qui est. Bon, alors d'abord, est-ce que c'est la vocation d'une planche d'Hérold, c'est-à-dire de montrer un peu plus
de ce qu'on peut voir à l'œil nu, mais aussi de le rendre attractif, beau, voire poétique, parce qu'il y a quand même dans ces planches quelque chose de séduisant, de poétique, etc. C'est quoi la fonction d'une planche d'Hérold et est-ce qu'on peut la trouver belle aussi? Alors nous évidemment on les trouve belles. Je pense que les planches d'Hérold d'autrefois, voilà, tout le monde est d'accord pour dire que voilà, il y a une vraie patte, une vraie esthétique. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire si à l'époque c'était déjà censé être vécu si comme beau. ça, bien sûr. Voilà, c'est vrai que c'était avant tout des outils pédagogiques, mais Émile Dérolle disait « L'éducation par les yeux est celle qui fatigue le moins l'intelligence, à condition que les idées qui se gravent dans l'esprit soient d'une rigoureuse exactitude. » Donc voilà, l'important en fait de l'éducation par le dessin et par l'image, c'était vraiment de permettre aux enfants, aux élèves d'avoir des éléments corrects gravés dans leur mémoire. Ah, écoutez, vous me permettrez deux confessions, celle d'un adulte et celle d'un enfant. En tant qu'adulte, en compulsant donc ce magnifique livre d'Hérold à la croisée des savoirs et tombant sur la page de la bactériologie, qui l'eût cru, eh bien j'ai été particulièrement séduit par la représentation de la peste et du choléra et j'y ai vu comme des assiettes chinoises. Je ne sais pas si c'est grave, docteur, mais voilà, déjà ça insiste sur la beauté de ces planches et d'autre part, je crois que tout élève qui a eu des planches d'Hérold dans sa classe a parfois quitté en esprit le cours pour s'évader grâce aux planches d'Hérold. Donc le regard est également important. Alors Sylvie Alboutabar, nous sommes vraiment aussi ravis de vous retrouver puisque vous avez déjà fait les beaux jours de l'Essonne en auteur pour une œuvre complètement différente et nous disions déjà à l'époque vous concernant que vous aviez une palette littéraire très large. Et bien cette fois-ci on passe de la théorie à la pratique puisque on vous retrouve dans un rôle complètement différent. Cette fois-ci vous n'êtes pas auteur de fiction. Mais justement, quel a été votre rôle dans l'élaboration de ce livre d'Hérold à la croisée des savoirs? Alors l'idée, mon rôle, c'était un rôle global, je n'étais pas toute seule. L'idée, c'était vraiment de mettre en parallèle ces planches d'Hérold qui étaient, donc on l'a dit, absolument magnifiques, sur lesquelles j'ai aussi complètement craqué, avec des connaissances d'aujourd'hui, puisque ces planches datent quand même un peu, puisqu'elles datent de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e. Donc on voulait les mettre en parallèle avec des découvertes d'aujourd'hui. Donc mon rôle, ça a été aussi de trouver tous ces scientifiques, d'aller chercher un peu pour pouvoir mettre en parallèle la bonne découverte avec la bonne planche. Et il y a beaucoup de planches, donc il y a beaucoup de scientifiques. D'accord. Et alors, quelle a été l'ambition de ce livre exactement? Parce qu'on a compris l'aspect d'actualisation, bien sûr, mais peut-être en termes de lectorat, qui visez-vous à travers ce livre? C'était quoi le but, l'ambition de ce livre? Alors le but, c'est absolument pas de viser des scientifiques, mais au contraire de mettre la science à la portée du plus grand nombre. Est-ce que vous êtes choqué si on dit que c'est un livre de vulgarisation? Pas du tout. Moi, c'est un terme qui me fait pas qui peur. Est noble, bien sûr, tout à fait. Donc c'est un livre, à mon sens, qui est pour toute la famille. Voilà. Alors je vais encore citer les paroles de Louis-Albert de Broglie, mais c'est normal. Il dit cette fois-ci, dans les remerciements, il parle, et surtout vous concernant, d'un travail colossal. Bon, quand on voit effectivement l'ouvrage, dont on peut décrire un petit peu la constitution, expliquez-nous comment le livre est vraiment composé. Il fait comment ce livre? Alors le livre, en fait, il reprend les planches, donc il va se traiter de tous les domaines qu'on peut trouver à travers ces planches. Ça va de la zoologie, à l'anatomie, à la botanique, à la minéralogie, physique. Il y a combien de domaines scientifiques? 8 domaines scientifiques, d'accord. Donc il est constitué de planches d'un côté, les fameuses planches d'Hérold. Mais ce qui fait justement son actualisation, c'est quoi? Alors déjà, il y a les planches d'Hérold en tant que telles, qu'on connaît tous. Les planches anciennes. Voilà. Planches anciennes, voilà. L'aspect patrimonial d'un côté. Exactement, et elles sont en plus pour la première fois reprises en gros plan. Donc on s'est permis de faire des gros plans sur des parties des planches qui sont vraiment des œuvres d'art. Et la spécificité, bien sûr, c'est qu'on les a mis en parallèle avec des découvertes scientifiques et des scientifiques du monde entier. Oui, donc à chaque fois qu'on a une planche, on trouve immédiatement à côté une notice, un article scientifique fait par des scientifiques dont on va parler dans quelques instants, mais c'est évidemment presque la science dans un livre, quoi. Toute la science contemporaine sur ces 8 domaines dans un livre. Alors toute la science, non, j'aurais bien aimé. Beaucoup de la science. Mais oui, oui, tout à fait. On a énormément de scientifiques qui font la science d'aujourd'hui et peut-être de demain d'ailleurs. Alors, comme je disais, Louis-Albert de Broglie parlait d'un travail colossal. Il y a deux questions qui découlent de cette observation. D'abord, combien de temps avez-vous passé à élaborer ce livre? Ça, c'est une première question. Et d'autre part, quels sont les différences? Parce que là, voilà, on est content, le livre est sur la table, il est superbe, c'est un produit fini.
toute personne qui se lance dans des travaux éditoriaux sait qu'entre le résultat et les efforts que ça a demandé, c'est quand même plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles difficultés vous avez rencontrées pour son élaboration? C'est intéressant ça. Alors déjà, ça a pris plusieurs mois évidemment. Des difficultés, j'ai été agréablement surprise. J'en ai pas rencontré tant que ça, puisque tous les scientifiques que j'ai contactés non seulement connaissaient les planches d'Herold, y compris des scientifiques étrangers, et en plus étaient extrêmement enthousiastes à l'idée de commenter ces planches, ou en tout cas de partager leurs découvertes. Donc après, il y a quelques scientifiques qui ont refusé parce qu'ils n'avaient pas le temps. Voilà. On a quand même des délais qui sont toujours relativement courts. Quand on publie un ouvrage, on ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois avant d'avoir un témoignage. Mais voilà, donc ça a été long parce qu'il fallait recueillir tous ces témoignages, y compris de ceux qui étaient à l'étranger, aux États-Unis, au Bangladesh, enfin voilà, un peu partout. Mais par contre, la difficulté n'a pas été si grande que ça de les convaincre. Voilà. Mais pour que je comprenne bien exactement quand le travail s'est articulé, dans un premier temps, vous avez accédé au fond de planches d'Herold, n'est-ce pas? Donc vous avez vu vous avez délimité les 8 domaines scientifiques, admettons, on en a cité tout à l'heure, la minéralogie, l'ornithologie, qu'importe. Ensuite, qui vous met en lien avec les scientifiques? C'est vous qui recherchez dans chaque domaine scientifique qui est le spécialiste, ou quels sont les spécialistes. Après, vous devez le contacter. Et ensuite, comment vous le convainquez? Qu'est-ce que c'est l'argumentaire pour lui dire « j'aimerais que vous me fassiez un article sur cette planche » L'argumentaire, c'est d'envoyer la planche d'Herold, tout simplement. Et vous dites, voilà, vous réagissez avec regardez quelle planche sur quelle planche j'aimerais vous faire réagir. Et franchement, à chaque fois, c'était « oh, c'est magnifique, oui, bien sûr ». Alors après, parfois, on a essayé de trouver, parce que c'est vrai que par exemple, sur une planche de minéralogie, j'ai fait intervenir un sismologue. Parce que j'avais envie d'élargir un peu les sujets. Donc c'était pas si bête que ça, parce qu'au départ, on a imaginé qu'il y avait des séismes et qu'il y avait un mouvement de plaques, parce qu'on a retrouvé des fossiles à des endroits où ils n'auraient pas dû être. Ça veut bien dire que la Terre avait bougé. Et voilà, donc parfois, on a un peu glissé du sujet même de la planche pour pouvoir amener ce commentaire. Vous comprenez pourquoi la Nouvelle Verte de Broglie parle de travail colossal. C'est ça que j'essayais justement de mettre à jour, effectivement. Et alors, ces scientifiques, quand on lit votre livre, ce qui m'a aussi impressionné, c'est que ce sont des représentants de la communauté scientifique internationale. Moi, j'ai repéré des scientifiques qui venaient d'Australie, de Canberra, bon, évidemment beaucoup de scientifiques français, des scientifiques en Suisse. Comment on travaille à l'international? Comment vous avez fait aussi pour... Parce qu'encore en France, bon, c'est déjà beaucoup, mais à l'international. Alors, on parle en anglais déjà, donc, ou en tout cas en ayant des outils de traduction qui m'ont bien aidé. Oui, parce que l'anglais scientifique en plus du coup peut-être. Oui, alors bon, là après on a eu des traducteurs. D'accord. Voilà, les éditions Lamartinière, je ne me serais absolument pas risquée à faire de ce type de traduction, je ne maîtrise pas du tout suffisamment bien l'anglais. Oui, c'est l'anglais technique, c'est pas l'anglais de communication. Donc on a eu des traducteurs pour nous aider, des traducteurs spécialistes. Mais vraiment, l'idée c'était pas de faire parler que des Français sur ces planches. Donc, et encore une fois, y compris à l'international, ils ont tout de suite été ravis. Vous disiez qu'ils les connaissaient. Et puis on a bénéficié aussi de l'aide de la fondation L'Oréal UNESCO. On a eu des femmes qui ont été primées. Enfin voilà, parce qu'on voulait aussi avoir une certaine parité. Donc on a comme ça contacté des gens d'un peu tous les continents, on va dire. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, qu'en effet, en fait, D'Herold est aussi connu à l'étranger. C'est ça que j'ai... D'Herold, historiquement, a été présent dans près de 120 pays dans le monde. J'allais vous poser aussi une question à ce sujet parce que avant cette interview, vous nous avez permis de nous promener un peu dans le magasin, bon, ce qui est vraiment extraordinaire. On n'a presque pas envie de dire magasin, dans cet univers, voilà. Et j'ai observé dans la pièce qui est contiguë à celle où nous réalisons cette interview, qu'il y avait des planches avec des écritures en chinois, des écritures en arabe, mais historiques. Ça veut dire que D'Herold est implanté à l'étranger depuis presque aussi longtemps qu'elle existe ? Alors oui, en fait, D'Herold existe depuis 1831, donc c'est plutôt fin 19e siècle que D'Herold a pris son envol à l'étranger. Et nous, on a retrouvé dans les archives de D'Herold les échanges entre D'Herold et 120 pays et les planches. Alors les planches, on en a retrouvé en espagnol beaucoup. D'accord. Espagnol, chinois, j'ai vu, asiatique, je ne sais pas si j'ai reconnu. Arabe. Espagnol, arabe et portugais. Voilà ce qu'on a retrouvé. Ensuite, si je peux me permettre, il y en a quelques-unes. Des planches étrangères qu'on trouve évidemment dans le Après, on n'a peut-être pas encore retrouvé toutes les archives de D'Herold qui, par définition, sont absolument colossales. Donc voilà, on continue à... Mais ce travail est donc mené aussi en interne de la maison D'Herold, c'est-à-dire de partir à la... Est-ce que D'Herold possède tout son patrimoine de planches? Qu'est-ce que c'est? Voilà, je vais vous poser 3 questions. En quoi consiste aujourd'hui chez D'Herold le trésor D'Herold? Qu'est-ce que vous avez comme planche? Deuxièmement, est-ce que vous continuez d'en acquérir en recherchant? Et est-ce que vous avez une idée de ce qui vous manque par rapport à ce qui a pu exister? 3 questions. Alors,
On a 3 bonnes questions. Voilà, le trésor d'Hérol, Voilà, d'abord. le trésor d'Hérol, on a des centaines et des centaines de planches, de modèles de planches différentes qu'on a. Tout n'est pas dans le livre. Tout n'est pas dans le livre, D'accord. évidemment non. Qui sont donc sur des domaines très variés, allant de la zoologie, la botanique, l'anatomie, à la minéralogie, la géologie, la physique, la biologie. Voilà. On a vraiment l'instruction civique, des planches assez cocasses. D'accord. Vous continuez d'en acquérir. On continue d'en acquérir, qu'on retrouve un peu, en fait, il y a des gens nous appellent en disant j'ai retrouvé dans le Ah oui. grenier de ma grand-mère Ça se passe comme ça. telle et telle planche, est-ce que ça vous intéresse? Donc, nous, Dans des ventes aux regarde. enchères aussi. Dans des ventes, mais pas tellement en fait, c'est vraiment plutôt des particuliers qui Des vieilles nous écoles. appellent. Les écoles françaises ont un peu bazardé. C'est ça. leur Elles n'ont pas vu patrimoine, tout de suite. Bah oui. depuis longtemps, alors qu'en Espagne, moi j'ai assisté à des journées du patrimoine pédagogique en Espagne et en fait tout le monde connaissait d'Hérol et tout le monde avait encore plus de choses d'Hérol qu'on a dans les écoles en France. Quoi. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, Dhérol continue de fabriquer, de réaliser de nouvelles planches? Exactement. D'accord. Dhérol, on a créé en 2007 une nouvelle collection de planches qui s'appelle Dhérol pour l'avenir, dont l'objectif était donc de perpétuer en fait cette tradition de pédagogie par l'image de Dhérol, adaptée à des sujets contemporains, à des sujets autour du développement durable, des sujets environnementaux et sociétaux d'aujourd'hui. Mais est-ce que les écoles, elles continuent de représenter une clientèle pour Dhérol? Est-ce que c'est quand même toujours un lien naturel qu'il y a avec les écoles? Oui, les planches Dhérol pour l'avenir sont faites en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Donc elles rentrent dans les programmes, Voilà, elles sont... rentrent dans les écoles en tout cas. D'accord. Après ça dépend des sujets, il y a des choses plus ou moins adaptées au programme. Mais voilà. D'accord. Du coup, et c'est aussi là que se perpétue la volonté pédagogique de la Maison Dhérol. Très bien. Alors, on ne peut pas nommer tous les scientifiques. Est-ce que vous savez d'abord combien il y a de scientifiques dedans? Il y en a 84. Oui, j'avais pensé une centaine, 84. On voit que vous avez vraiment fait le travail sérieusement, vous connaissez au détail près le chiffre. 84 scientifiques, mais est-ce que vous pouvez nous parler d'une part de ceux qui vous ont le plus surpris? Et on va être chauvin une seconde. Notre émission s'appelle l'Essonne en hauteur. Tout le monde sait que son principe, en général, sauf lieu exceptionnel, et nous sommes dans un lieu exceptionnel, elle est tournée en Essonne. J'ai repéré qu'il y avait 2 scientifiques essonniens dont vous pourrez peut-être nous dire aussi un mot. Alors, quels sont ceux qui vous ont le plus surpris? Alors, il y en a beaucoup. À D'accord. chaque rencontre, c'était une découverte, Surprenant. une vraie. Bon. Voilà. Mais pour n'en citer que quelques-unes rencontres, il y a eu évidemment Jane Goodall, tout le monde connaît, qui nous parle des chimpanzés. On a eu Jean-Louis Etienne, qui nous alerte sur la fonte des glaciers. Glacier, bien sûr. On a eu un monsieur que les gens ne connaissent moins en nom, mais qui pourtant a fait une découverte exceptionnelle, qui est un géologue, qui s'appelle D'accord. Abderrazak El Albani, je fais toujours très attention en le prononçant, D'accord. et en fait qui a découvert des fossiles au Gabon. Et cette découverte, avec cette découverte de fossiles, d'organismes complexes multicellulaires, il a fait remonter cette vie complexe sur Terre de 1,5 milliard d'années. C'est énorme. Ce qui est Donc énorme. l'homme, ça veut dire en fait l'homme ou Alors, l'espèce, c'est pas l'homme, mais des c'est animaux. D'accord. l'origine, on va dire, enfin l'origine de l'homme, l'origine de la vie. La vie sur Voilà. Terre, voilà. On la oui. datait depuis très longtemps de 600 millions d'années, et lui, avec la découverte de ces Donc fossiles, c'est- l'a ouais. fait reculer de 1,2, donc ça reporte à 1,5 milliard C'est d'années en gigantesque arrière. en fait. C'est comme- gigantesque. absolument. Au départ, on ne l'a pas cru d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et il s'est avéré qu'il y a une poussée d'oxygène sur Terre qui a donné la possibilité à ces formes de vie de naître, et puis l'oxygène est redescendu, et voilà, ces formes de vie ont disparu. Donc on apprend vraiment des choses très étonnantes. Alors Tout les à 2 fait. scientifiques essonniens, bon, j'avoue que je ne saurais pas dire dans le détail en quoi consiste leur domaine de recherche scientifique, mais j'ai vu qu'il y avait Patrick Vinquer du Génoscope d'Evry et Michel Dron, professeur de biologie végétale à Paris-Orsay, et qui intervient exactement lui sur les renonculacées. Alors est-ce que du coup ils illustrent aussi l'Essonne comme un département scientifique? Ah mais bien sûr, tous les deux nous ont appris énormément de choses, comme tous les scientifiques qui sont dans cet ouvrage, bien évidemment. Et alors, de même que je vous demandais de réagir sur les personnalités, quels sont les articles, cette fois-ci vraiment, bon, on vient de parler à ce moment-là du scientifique qui a fait Abderrazak Abderrazak El Albani. Voilà. El Albani. Il ne faut pas qui me a le faire fait... répéter. Non, et moi encore moins, donc c'est pour ça que je voulais vraiment avoir confirmation, qui a donc fait cette découverte sur l'origine de la vie qui serait en fait plus tôt encore que ce qu'on Pas croyait. qui serait, c'est avéré. Oui. Voilà, c'est avéré, donc c'est une découverte établie. Mais quels sont, à part celui-ci, les autres articles scientifiques qui vous ont le plus étonné? Alors, tout à l'heure, on parlait de virus. Oui. On a une virologue, Oui. alors qui ne nous a pas parlé de la peste, elle, heureusement D'accord, il n'y a d'ailleurs. pas vu des assiettes chinoises. Non, mais qui a découvert un virus en Sibérie
un virus parfaitement conservé, alors qui n'est ni dangereux ni pour l'homme ni pour les animaux, c'est pas le souci, mais le fait qu'il ait survécu à plus de 30 000 ans de congélation, quand même 30 000 ans, prouve que tous les virus pathogènes ne sont pas éradiqués de la surface de la Terre. Et d'autant que le processus de réplication de ce virus est le même que celui de la variole, par exemple. Voilà, ça veut dire que dans les glaces, il y a sans doute encore d'autres virus parfaitement conservés. Et est-ce qu'avant de faire cet ouvrage, c'était une question qui vous intéressait ou à laquelle vous vous intéressiez? Pas du tout, je n'y étais... Alors, j'avais entendu parler de ces virus géants parce que, voilà, on en a découvert un 4e il y a très peu de temps. Donc, j'en avais entendu parler, mais je n'étais absolument pas au courant de tout ce qui se passait aujourd'hui, que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres d'ailleurs. Donc, finalement, vous avez vous aussi appris plein de choses en faisant cet ouvrage. Énormément. Mais alors, je me suis laissé dire, vous m'excuserez de faire cette allusion à votre vie privée, nous n'allons pas en dévoiler grand-chose, mais que vous avez une jeune fille qui fait des études de médecine. Elle est en quelle année? En première année. En première année. Et alors, est-ce qu'elle a eu, j'imagine quand même, connaissance de cet ouvrage? Et en toute objectivité, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Est-ce qu'elle s'en sert pour réviser? Mes filles sont toujours mes premières lectrices. Mais D'accord. c'est vrai que Juliette, puisque c'est elle dont on parle, a 19 ans. Donc, elle m'a aussi beaucoup aidée à le relire. Voilà. C'est-à-dire que ah oui, elle a eu une petite contribution dans l'édition du livre. C'était important pour moi que vraiment il n'y ait pas de moment où on se pose des questions dont qu'on ne comprenne pas tout ce qui était indiqué. Donc c'est vrai qu'elle a ce petit côté scientifique et elle a aussi ce petit côté naïf encore puisqu'elle n'est qu'en première année de médecine. Donc elle a été très bien placée pour pouvoir relire l'ouvrage et mettre le point sur d'éventuels problèmes. Est-ce qu'elle est nommément remerciée? Oui. Les 3 filles sont toujours nommément remerciées. Les 3 sont nommément remerciées. Oui, mais les 2 autres, quand elle fait dans l'ouvrage, est-ce qu'elle m'inspire? Elle vous inspire. D'accord, très bien. Et alors, d'ailleurs, cet ouvrage peut concerner tous les écoliers. Je voudrais terminer par un petit clin d'œil comme ça, parce que il y a une des planches qui m'a fait le plus sourire. C'est une planche d'orthopédie, une planche d'un chirurgien orthopédiste, page 198, qui donne de très bons conseils pour adopter la meilleure posture en classe. Donc, étudiants, élèves, nous-mêmes, nous devons absolument aussi lire ce livre pour bien nous tenir en classe. Écoutez, Sylvie Alboutabar et Adèle Felouza-Lombardo, merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de l'Essonne en Auteur et d'avoir permis à notre émission d'installer son plateau, non pas dans un simple magasin, mais dans l'univers d'Hérold, que j'invite d'ailleurs tous les téléspectateurs à visiter. Je crois que vous êtes au 46 rue du Bac, dans le 7e. Nous rappelons aussi le titre de votre ouvrage, parce que c'est quand même un travail passionnant, conséquent, qui ravit les yeux et l'esprit, d'Hérold, à la croisée des savoirs, aux éditions de La Martinière. Et puis, une fois que les gens auront lu cet ouvrage, on les invite à venir visiter évidemment cet univers. Ils y retrouveront à la fois des émotions d'enfance, ils s'étonneront de bien des curiosités naturelles et auront un peu l'impression de rentrer dans un conte merveilleux. C'est ainsi que nous prenons congé de nos téléspectateurs en leur disant au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en Auteur.